merci. Alors, la parole à moi, je veux juste m'assurer que tous ceux qui sont là m'écoutent très bien. N'hésitez pas à mettre dans le chat juste un bonjour, bonjour tout le monde, juste répondre au bonjour. Je veux m'assurer qu'on est là et qu'on écoute ce que j'ai dit. Quand Dimitri m'a suggéré de venir partager avec vous quelque chose qui pourrait vous aider dans le cadre de l'entretien, de l'entretien d'embauche, j'ai tout de suite mis sur la table quelque chose qui, de mon point de vue, est hyper important, mais c'est un peu négligé ou bien on n'en parle pas beaucoup. Donc, aujourd'hui, je vais pas aller dans le sens de tout ce que vous pourriez rencontrer en matière de coaching ou de formation sur les entretiens d'embauche, sur les interviews. Non, moi, je vais aller dans un sens qui est assez spécifique et qui est hyper puissant. Mais avant, permettez-moi de vous raconter un peu mon histoire. Vous savez, moi, je suis né d'une mère ambitieuse et d'un père qui était, lui, plutôt très sécuritaire parce que banquier, je crois que c'était une des formations professionnelles. Et mon père et ma mère se sont mis ensemble jusqu'à ce que j'ai 5 ans. Quand j'avais presque 5 ans, ils se sont séparés et ma mère est partie. Ma mère est partie, ça a été extrêmement difficile pour moi parce que, bon, on dit que les garçons sont souvent très attachés à leur mère. Donc, je crois que je n'ai pas fait exception à cette règle-là. Euh, j'ai beaucoup souffert de l'absence de ma mère parce que je ne comprenais pas pourquoi elle était partie. Je savais qu'elle s'était séparée de mon père, ce qui est de son droit. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi est-ce que elle m'avait abandonné moi. Parce qu'elle s'était séparée de mon père, mais pas de moi, à ce que je sache. Et j'ai grandi avec ça. C'était vraiment difficile, c'était pas évident. J'ai galéré psychologiquement et le temps a passé. Le temps a passé encore et encore jusqu'à ce qu'en 2012, on m'informe qu'elle serait décédée dans un pays étranger. Je fais mon deuil, je ne comprends pas. J'ai cette question qui demeure sans réponse. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu parti? Et cette question sans réponse-là me brise le cœur. Et donc, je fais mon deuil, je l'oublie, ok, c'est correct. Puis en 2013, c'est-à-dire un an après, la jeune fille que je courtisais depuis longtemps, presque 2 ans et demi, elle me dit, oui, je veux faire ma vie avec toi. Et je lui dis, ouais, mais marions-nous rapidement avant que tu ne changes d'avis. Et donc, on s'est marié quelques mois plus tard, c'est-à-dire on est rentré en 2014, on s'est marié en 2014. Et en 2016, ma mère revient. Ma mère revient miraculeusement grâce à une inconnue à qui elle a raconté son histoire dans les rues d'un pays étranger. Ma mère était dans les rues de ce pays-là. Elle souffrait de crises de démence, de folie, d'épilepsie et elle avait tout perdu. La seule chose qui lui restait, c'était son histoire. C'était la seule chose. Et il lui a suffi d'interpeller cette femme, cette dame, cet ange, je dirais, venu du ciel et de dire à cette dame, s'il vous plaît, aidez-moi, je veux rentrer au Cameroun, je veux revoir mon fils, s'il vous plaît, aidez-moi. Et quand la dame s'est rapprochée d'elle, elle lui a raconté son histoire. Et quand ma mère est revenue, j'ai compris à quel point notre histoire était notre super pouvoir. Et c'est à partir de ce jour que j'ai pris la décision d'en faire mon métier, apprendre à raconter des histoires pour se vendre, pour vendre son idée, pour vendre ses projets. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous faire une suggestion. Ça peut être, ouais, à chaque fois on a une nouveauté, quelque chose de nouveau, ça peut bousculer un peu la façon de faire. Mais croyez-moi, c'est quelque chose qui peut définitivement contribuer à votre succès dans le cadre d'un entretien d'embauche.
Aujourd'hui, je voudrais vous dire que ce que vous avez de plus précieux, c'est votre histoire. Dans le cadre d'un entretien d'embauche, vous aurez des concurrents qui auront peut-être les mêmes diplômes que vous. Ils auront la même expérience, peut-être. Ils auront peut-être le même âge ou la même tranche d'âge. Ils sauront peut-être parler deux, trois langues comme vous. Donc, vous aurez des concurrents qui seront plus ou moins égaux à vous. Donc, ce qui va faire la différence à un moment donné, ce n'est ni le diplôme, ni l'expérience que vous aurez, peut-être des stages, peut-être une expérience antérieure. Les langues que vous parlez, ce n'est pas forcément ça qui va faire la différence. Même s'il faut les avoir, c'est la base. On va sur cette base-là, il faut être qualifié. Donc. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est votre capacité à connecter émotionnellement avec vos intervieweurs, vos recruteurs. Et pour créer cette connexion émotionnelle, c'est votre histoire. Parce que personne ne peut copier votre histoire. Elle est unique. Et comme je le disais dans une récente publication, votre histoire n'a pas besoin d'être digne de Hollywood. Vous n'avez pas besoin de revoir d'avoir vécu des situations comme la mienne où la mère part, vous la revoyez 25 ans après, etc. Oui, ça c'est beau, c'est même rocambolesque, c'est Hollywood, mais c'est pas tant ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est la manière, c'est le comment est-ce que vous racontez ça. Et c'est ça qu'on va voir de façon spécifique tout à l'heure. C'est comment est-ce que vous racontez cette histoire. Et donc, vous devez passer un entretien d'embauche. Vous avez une entrevue à passer. Comment est-ce que vous faites pour vous démarquer, sachant que d'un point de vue technique, d'un point de vue expérience, d'un point de vue tout ce qui est relativement connu là, ok, vous pouvez être sur la même longueur d'onde, sur la même balance, au même niveau que les autres concurrents. Comment est-ce que vous faites pour vous démarquer? Il y a une question qui est très souvent posée vers la fin. Cette question-là, elle arrive souvent vers la fin. Je ne sais pas s'il y a des recruteurs ici, mais vous pourrez confirmer ça. Vers la fin, cette question arrive, c'est la question de savoir pourquoi vous et pas un autre. Pourquoi on devrait vous sélectionner vous et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi vous? Et très souvent, ce qu'on observe, c'est que les gens ont tendance à redire, il y a deux façons qu'on observe la manière dont les gens répondent à cette question en général. Il y a deux façons. Soit ils vont redire ce qu'ils ont déjà dit tout au long de l'entretien, parce que comme je dis, cette question arrive souvent vers la fin. Ok, on a bien parlé et tout. L'entretien a duré, je sais pas moi, 30, 45, 60 minutes. On arrive à la fin. Ok, pourquoi vous et pas un autre? Pourquoi vous et pas une autre? Les gens, comme je disais, vont peut-être répéter ce qu'ils ont déjà dit avant, pendant l'entretien, parce que je suis ça, je suis ci, je suis machin. Ils vont répéter la même chose. Ou alors, ils vont dire ce qui est déjà sur leur CV. Donc, parce que pourquoi vous et pas un autre? Parce que j'ai telle expérience, parce que je parle trois langues, parce que je... Si c'est juste dire ça, celui qui vous interviewe ou les personnes qui vous interviewent ont déjà le document en main. Donc, c'est pas nécessaire de répéter ce qui est déjà écrit sur le document. Quand on vous demande pourquoi vous, c'est la fin
comme on le dit dans les films, quand j'étais enfant, on regardait les films, on aimait souvent parler du dernier combat. Le dernier combat. Et donc ça, c'est le dernier combat. C'est l'instant où l'acteur principal va sortir le grand jeu parce qu'il va être dos au mur. Le chef bandit, comme on disait, on appelait le mauvais, on l'appelait le chef bandit. Le chef bandit va être encore plus agressif et va le mettre dos au mur. Et là, il doit sortir le grand jeu. Cette image, c'est pour dire que c'est dans la même situation psychologique que vous vous retrouvez. C'est que là, vous devez sortir le grand jeu. Parce que, en général, il y a deux biais psychologiques qui s'opèrent lorsque vous communiquez. Il y a le biais de récence, qui veut qu'on ait tendance à retenir l'élément le plus récent qu'on a entendu. Donc, si vous êtes sur la fin de votre présentation, ce que vous dites sur la fin de votre présentation là, c'est ce qui va facilement rester chez, chez votre audience et en l'occurrence les recruteurs. Et l'autre biais psychologique, c'est l'effet de primauté. La primauté, c'est qu'on a tendance à retenir aussi ce qu'on dit au début. Donc, ce que vous dites au début, les gens vont facilement s'en souvenir. Et ce que vous dites également à la fin, les gens vont facilement s'en souvenir. Donc, c'est deux biais psychologiques que vous devez mettre en votre faveur. L'effet de primauté au début et l'effet de récence à la fin. Donc, sur la fin, moi, je suis sur la fin. Pourquoi vous? Comment vous répondez à cette question? Ce que je vous suggère de faire, évidemment, vous le faites avant, vous préparez avant, parce qu'en général, c'est une question qui revient toujours, ça va toujours revenir. Vous devez vous préparer et comment? Je vous ai dit que ce que vous aviez de plus précieux et ce qui vous démarquerait certainement de tous les autres candidats, c'est votre histoire. Parce que vous êtes le seul, vous êtes la seule à l'avoir vécu. Personne n'a la même histoire, même les jumeaux n'ont pas la même histoire. Donc, chacun vit ses expériences, chacun a sa perception de la vie, chacun, et cela impacte sur son comportement et tout, machin. Donc, chacun est spécifique dans son histoire. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous regardez la fiche de poste ou le profil de candidature, le profil de candidat. Vous regardez, qu'est-ce qui est recherché? Vous voulez, par exemple, postuler à une position de, je sais pas moi, chef comptable ou, allons-y, chef comptable. Et, ou simplement comptable, même si c'est pas chef comptable, simplement comptable. Et ce qui est attendu d'un comptable, il y a plusieurs éléments. Et entre autres éléments, je crois que il y a toujours un truc, c'est peut-être rigoureux ou discipliné. C'est des éléments qui arrivent très souvent, à l'aise avec des chiffres et tout. Vous regardez ça et vous partez, vous évaluez ce qui pèse le plus. En général, l'élément qui pèse le plus, ils le disent en premier là. C'est-à-dire que, par exemple, rigoureux, rigueur, discipline, ils vont parler de ça dans le cadre de la comptabilité. Là, on va sur la base du profil de candidature, de ce qu'on a vu sur la fiche de poste, qu'est-ce qu'il recherche, à quoi doit ressembler le candidat ou la candidate, ou les compétences qu'il doit avoir. Donc, vous regardez ça, et maintenant, vous prenez un ou deux que vous pouvez regrouper en un, c'est-à-dire que quand on parle de rigueur et de discipline, ça peut s'apparenter. S'apparenter. Ça peut s'apparenter. Donc, vous prenez rigueur et discipline, vous les mettez ensemble et vous devez construire une histoire authentique qui va mettre en avant votre capacité à être rigoureux, à être discipliné. Et comment est-ce que vous faites ça? Vous devez rentrer dans votre vie et voir un événement ou une situation
qui vous a amené à développer la rigueur, à développer la discipline. Et une fois que vous avez identifié cet événement-là, c'est peut-être, ça peut être lié, je sais pas moi, à l'éducation que votre parent vous a donnée ou vos parents vous ont donné. Ça peut être lié à un événement qui est survenu et qui vous a amené à être quelqu'un de plus discipliné, de plus rigoureux. Ça peut être n'importe quoi. Mais vous identifiez un événement dans votre passé qui colle avec ce qui est recherché en termes de profil. Qu'est-ce qui est, on regarde l'élément qui est le plus lourd. Donc, vous regardez ça et puis vous identifiez l'événement. Une fois que vous avez identifié l'événement, vous allez donc raconter, vous préparez votre histoire, un avant, ensuite le pendant et le après. Le avant, vous allez dire ce qui s'est passé avant que vous n'arriviez, avant que l'événement ne se produise. Ensuite, vous arrivez sur l'événement qui s'est produit. Et le après, c'est quoi? C'est le changement qui s'est opéré. C'est la leçon que vous avez retenue. C'est la morale de votre histoire. Et la morale de votre histoire, ça doit être l'importance, par exemple, de la rigueur ou l'importance de la discipline. Vous avez compris l'importance de la discipline. Vous avez compris l'importance de la rigueur. Je vais vous prendre un exemple simple pour illustrer ça, pour que vous voyez. Et d'ailleurs, c'est une publication qui est sur mon LinkedIn. Je l'ai faite, cette publication-là, je l'ai faite, je ne sais pas moi, il y a combien de mois. Et ça avait marqué beaucoup de gens. Les gens m'ont écrit en inbox. J'ai eu des clients, des clientes qui m'ont contacté juste parce ils ont lu ça et ils ont été très marqués. Vous voyez, c'est les histoires, c'est le pouvoir des histoires. D'ailleurs, la plupart de mes clients arrivent en général parce qu'ils ont vu soit une publication de ma part, soit une vidéo de ma part et ça les accroche. Aujourd'hui, je me suis levé de bonne heure, un peu comme d'habitude, je me lève en général de très bonne heure et 5 heures en l'occurrence ici pour assister à cet événement, c'est compte tenu du décalage horaire. Et j'avais fait une publication il y a quelques mois pour expliquer aux gens pourquoi je me lève tôt. Pourquoi je me lève tôt. Donc, imaginons que j'aille postuler à un emploi et que l'une des exigences soit, par exemple, d'arriver au bureau à, je sais pas moi, à 6 heures tous les jours. Donc, je dois partir de la maison peut-être 30 minutes avant pour arriver à temps, à 6 heures. Et pour partir 30 minutes avant, il faut que je sois debout au moins 30 minutes avant aussi. Donc, ça signifie que je dois me lever 1 heure avant mon heure d'arrivée au bureau. C'est un exemple. Je suis face à des recruteurs qui à la fin me disent, OK, mais pourquoi vous? Pourquoi on devrait vous recruter vous et pas un autre, pas une autre candidate, un autre candidat? Et là, qu'est-ce que je fais? J'ai vu dans la fiche de poste qu'il fallait être présent à 6 heures. C'est un élément fondamental pour eux, c'est une condition sine qua non. Ils l'ont énoncé. Qu'est-ce que je fais? J'ai déjà déballé mes compétences, mes machins, on a déjà parlé et tout. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais leur raconter cette histoire. Je vais leur dire, mon père était employé de banque. Il travaillait dans une banque internationale. Tout allait bien. Il travaillait, il y a travaillé pendant 24 ans et plus, si mes souvenirs sont bons. Puis en 1997, tout s'arrête. Mon père perd son emploi de façon brutale suite à une compression de masse. Plusieurs employés sont mis à la porte. Mon père, qui lui initialement était resté dans cet emploi, et bien 3 mois après la grosse compression de masse, on vient dire à mon père que lui aussi doit aller dehors. Et là, c'est extrêmement difficile parce que ce n'était pas prévu. Et les problèmes vont commencer. Mon père étant à la maison, ce qui se passe, c'est que on ne peut plus manger normalement. On n'a plus droit à 3 repas par jour. On a la lumière qui est coupée par la compagnie d'électricité, donc on doit utiliser la lampe. Et enfin, l'eau également. Il fallait aller puiser de l'eau à la source. Donc, nous, dans le quartier, on faisait partie des privilégiés qui avaient l'eau au robinet, mais on ne pouvait plus payer. Il fallait aller puiser de l'eau à la source. Donc, je me retrouve à la source aussi à puiser de l'eau. Sauf que
il y avait beaucoup de monde qui venait puiser de l'eau chaque matin, chaque soir, chaque midi. Il y avait beaucoup de monde. Et on était indisciplinés, d'où des bagarres tout le temps. Les récipients qui se cassaient. À un moment donné, je me suis dit, je vais éviter ça. Moi, je ne vais plus venir bagarrer à la sauce et tout, casser les récipients. Surtout qu'on n'en avait pas assez, étant donné que papa n'avait plus d'argent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc décidé de venir à la source beaucoup plus tôt. Donc, j'ai décidé de me lever de bonne heure très, très tôt et d'arriver à la source quand il n'y avait personne. Et donc, j'arrivais à la source, je pouvais mettre mon tuyau, aspirer de l'eau, boire cette eau savoureuse et remplir mes récipients, aller faire plusieurs tours entre la maison et la source pour remplir tous les grands récipients de la maison. Et en général, quand j'arrivais à l'eau, à la source, j'étais seul. Et donc, ça m'évitait de me frotter aux autres, ça m'évitait de bagarrer. Voilà à quel moment j'ai commencé à me réveiller tôt. Et depuis ce jour, je me lève toujours tôt pour affronter les situations de la vie. Donc, la raison pour laquelle vous devriez me recruter, c'est que chaque jour, je vous garantis que je serai là à l'heure au travail. Parce que la vie et la situation de mon père m'ont amené à comprendre à quel point on doit se lever tôt. Et surtout, je l'ai tellement pratiqué que c'est devenu un réflexe chez moi. Voilà pourquoi vous devriez me recruter. Donc, cet exemple, je ne sais pas s'il est clair pour vous. Mettez dans les commentaires, mettez dans le chat, s'il vous plaît, si vous comprenez cet exemple. Vous voyez comment j'ai illustré ça. C'est-à-dire que j'ai identifié une compétence recherchée par le recruteur qui dit, on veut quelqu'un qui arrive à 6 heures du matin ici. J'aurais pu simplement lui dire, OK, moi je suis un lève tôt, pourquoi vous devriez me recruter? Mais parce que je me lève tôt, parce que... Mais la personne ne va pas avoir l'expérience émotionnelle. Alors quand je prends la personne, je la plonge dans mon univers, elle voit la vie qu'on menait en tant que fils de banquier. On était à l'aise, on vivait bien. Ensuite, la personne voit comment on rentre dans l'événement majeur, c'est-à-dire le fait que mon père perde son emploi et le déclin. On n'arrivait plus à manger normalement, on n'avait plus de lumière et il fallait aller puiser de l'eau à la source. Et la personne voit comment, de cet événement-là, j'ai tiré quelque chose de positif qui est en lien avec la compétence recherchée, avec l'exigence que l'entreprise a. Et là, ça fait que, avec cette connexion émotionnelle, tout de suite, on a envie de me donner le job. On dit, le mec, il a une histoire, le mec, il a vécu quelque chose. Le monsieur, c'est pas juste par fantaisie, mais le gars, il va venir ici tous les matins à l'heure parce qu'il a développé ça depuis des années sur la base d'une situation de souffrance. Donc voilà comment je vous suggère de répondre à cette question, la question de savoir pourquoi vous. Et vous pouvez le faire aussi bien pour la question de savoir pourquoi vous que pour toute autre question. À chaque fois que vous devez répondre à une question, n'hésitez pas à raconter une histoire, une anecdote qui justifie votre question. Si on vous pose des questions techniques, parlez d'une expérience que vous avez eue, de comment est-ce que vous avez géré les choses. Vous avez été peut-être c'est votre premier emploi que vous recherchez, mais vous avez peut-être fait des stages. Et donc, si on vous pose une question liée à la technique, liée au poste, à l'exécution du poste, de façon technique, le comptable, par exemple, on peut dire quoi? C'est la saisie des livres comptables. Si vous voulez montrer que vous savez faire une saisie de livres comptables, ce que je vous suggère de faire, c'est pas juste de dire que vous avez déjà fait ça. Non. Mais de dire que il y a quelques années ou il y a quelques mois, j'ai eu le privilège d'aller en stage à tel endroit. Et là-bas, voilà ce que j'ai rencontré. Puis un jour, voici ce qui s'est passé. Et j'ai compris que voilà comment il faut faire les saisies de livres comptables. Et depuis ce jour, je fais très bien mes saisies de livres comptables. Donc, toujours amener le storytelling. Vous l'aurez compris, hein, je suis expert en storytelling. C'est ce que je fais au quotidien. Et voilà, donc c'est toujours amené avec les histoires. C'est ce qui accroche, c'est ce qui fait la différence. Petite digression avant qu'on ne termine. Il y a quelque temps, quelqu'un m'a envoyé une vidéo de, du directeur général de Vodou. Son nom m'échappe. Euh,
Vodou, c'est une compagnie de marketing basée en Côte d'Ivoire. Je crois que son siège social, c'est en Côte d'Ivoire. Et le monsieur disait, moi, je recrute pas des gens, je reçois, je sais pas moi, 100 lettres de motivation et tout. Dès que je lis la première fois, quelqu'un me dit, euh, Ve- ve- j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute bienveillance, machin, tout ce qui est trivial là. Moi, je balance ça dans la poubelle parce que tout le monde dit ça, tout le monde va dire ça, tout le monde va dire ça. Moi, je recrute pas ces gens. Moi, je recrute des personnes qui m'accrochent, qui créent une différence dès le premier contact. Quand je lis leur lettre de motivation, tout de suite, ils m'accrochent, ils amènent quelque chose de différent. Écoutez, chers frères, chères sœurs, vous qui êtes là. Exact, Fabrice, exactement. Sawignon, Fabrice, un grand frère. Il a fait, moi, j'ai entendu parler de lui depuis des années. Ça fait au moins 6 ans que j'entends parler de lui. Il est extraordinaire. Son entreprise ne fait que croître. Quand il a dit ça, ça a tellement résonné en moi. En tout cas, la personne qui m'a envoyé ça m'a dit, Brice, voilà tes choses. C'est ce que la personne m'a dit. Brice, regarde ça, voilà tes choses. C'est ce que j'enseigne, c'est ce que je prône. On est dans un monde où il y a tellement de concurrence. C'est tellement difficile d'être unique dans ce qu'on fait. Il y a toujours du monde qui va faire la même chose que nous. Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer? Votre super pouvoir, c'est votre histoire. Lettre de motivation, vous, à l'attention de Monsieur Fabrice Sawagnon, DG de Vaudou, Côte d'Ivoire, pas, vous avez mis les machins de formalité là. Bon, moi, je dirais, moi, je m'intéresse pas beaucoup même aux lettres de motivation et tout. Mais bon, lui, il les lit. Mais vous devez faire une lettre de motivation, c'est peut-être ce qui est conventionnel. Vous aurez compris, moi, je n'aime pas tout ce qui est conventionnel, j'aime sortir du cadre. Mais prenez ce qui est conventionnel, la lettre de motivation, mais écrivez-la différemment. J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute bienveillance, machin, truc. Ne commencez pas forcément votre lettre comme ça. Vous pouvez commencer en racontant votre histoire. En 2017 ou en 1997, j'ai fait tac, tac, tac. Vous racontez un bout de votre histoire et vous faites le lien entre une partie de votre histoire et le, les qualités recherchées dans ce poste. Pourquoi est-ce que vous voulez travailler, par exemple, chez Vodou? Pourquoi vous voulez travailler avec Fabrice Sawignon? Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez une histoire qui colle aux valeurs ou à l'ambition ou à ce que Vodou apporte sur le marché. Donc, vous devez montrer que vous avez quelque chose en vous qui colle avec Vodou. Et ce quelque chose-là, vous ne le dites pas juste en disant que, OK, Jeff, je suis tel, j'ai tel diplôme, j'ai fait tel stage, je pense que je pourrais être utile à votre entreprise. C'est très trivial, tout le monde va dire ça. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tous les CV, c'est ça. Oh, il y a une fameuse formule que les recruteurs disent souvent. Ils disent, parlez de vous, ensuite parlez de l'entreprise, et ensuite parler de l'entreprise et vous. Donc, parlez de vous, dites ce que vous avez fait, vos diplômes, machin, truc. Ensuite, parlez de l'entreprise. L'entreprise fait ça, ça, ça. Et enfin, dites que vous et l'entreprise, vous pourriez faire cheminer ensemble. Je trouve ça, c'est bien, mais c'est trivial. C'est trivial et tout le monde va faire ça. Vous pouvez, justement, pour montrer le vous là, la troisième partie où on dit vous et l'entreprise, que vous allez faire ensemble, mais partez d'une histoire, de votre histoire, mettez en avant vos valeurs et montrez que vous avez suffisamment étudié l'entreprise pour laquelle vous postulez et vous vous êtes rendu compte qu'il y a peut-être une culture d'entreprise là-bas. Ça peut être une entreprise qui est multinationale, mais qui garde une profonde racine africaine. Et vous avez des valeurs attachées aux racines africaines. Et vous racontez pourquoi est-ce que vous avez ces valeurs-là. Ça que vous mettez dans votre lettre de motivation, c'est ce qui vous motive à postuler. Ce qui vous motive à postuler, c'est pas juste c'est pas ce que vous avez fait, c'est pas ce que vous avez comme diplôme, c'est pas ce que vous avez comme expérience, c'est pas le fait que l'entreprise soit belle, grande, machin. Non. Allez plus en profondeur et attaquez-vous par exemple à des choses comme des valeurs. Vous pouvez regarder quelles sont les valeurs de cette entreprise. Elle prône l'excellence. C'est une valeur qui vous tient à cœur. Mais dans votre lettre de motivation, expliquer ça, raconter une histoire qui met en avant le fait que vous aimez l'excellence. Et vous pensez que vous pouvez vous joindre à cette compagnie-là pour contribuer à ce qu'elle rayonne davantage et qu'elle soit davantage excellente. Pourquoi? Parce que vous avez une histoire d'excellence.
savez, quand je suis arrivé au Canada, j'ai trouvé une compétition de prise de parole en public et je me suis inscrit à cette compétition. Beaucoup de membres de notre communauté afro m'ont dissuadé parce qu'ils voulaient me protéger. Ils me disaient, écoute Brice, tu viens d'arriver, tu n'as pas l'accent, et c'est un concours de prise de parole, donc tu vas parler, les gens ne vont pas te comprendre. Tu sais, tu devrais faire 3, 5 ans avant de t'inscrire à un tel concours. Si tu as un concours d'écriture, oui, on sait que tu as une belle plume, on te lit souvent, tu pouvais postuler. Mais là, il s'agit de parler. Et les juges qui sont là, c'est des Canadiens, Québécois, ils ne vont pas comprendre ce que tu dis. Donc, prends ton temps d'abord, mon frère. Ne participe pas encore à ce concours-là. Et voici la réponse que je leur ai donnée. Je leur ai dit, vous savez, les gars, je vous comprends parfaitement. Toutefois, sachez une chose, c'est que je ne m'en vais pas là-bas faire comme tout le monde. Moi, je m'en vais là-bas parler avec mon cœur. Parce que je sais que ce qui vient du cœur va au cœur. Si je parle avec mon cœur, je vais toucher le cœur des jurés. Ce n'est pas une question d'accent, ça c'est du superflu. C'est une question de cœur. Je me suis donc inscrit à cette compétition qui a duré 6 mois. Il y avait près de 600 candidats. Et 6 mois après le début de cette compétition, j'étais sacré champion. Je ne sais pas si vous voyez, je gagnais la première place du concours de discours. Champion. Et j'ai gagné ce prix, non pas en essayant d'avoir un bel accent, non pas en essayant d'avoir leur accent, parce que je ne sais pas si c'est beau ou pas, c'est relatif, mais non pas en essayant d'avoir l'accent des jurys. Mais j'ai gagné cette compétition en racontant l'histoire de mon amie Vanessa, tout au long de la compétition qui a duré 6 mois. Et j'étais champion. Donc, ce que vous avez de plus précieux, les gars, les filles, c'est votre histoire. Moi, je suis disposé, n'hésitez pas, il y a plein de contenus gratuits que je donne. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, YouTube ou même Facebook un peu. Je, je pense que votre histoire est votre super pouvoir. Utilisez-le. Merci pour votre attention et je suis prêt à prendre des questions s'il y en a. Merci beaucoup. Merci Fabrice. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton bleu sur votre écran, partager et rejoindre. Comme ça, vous arrivez sur le carré et vous pourrez poser des questions directement à Brice. Donc, rejoignez-nous, cliquez sur partager et rejoindre, juste sur le bouton bleu. Et normalement, vous arrivez dans le carré, comme ça, vous pouvez… Ou sinon, vous posez les questions sur le fil de discussion. Donc, je vois des commentaires, belle intervention, belle illustration. Tout est dans la manière de relater les choses, très belle approche. Voilà, donc en tout cas… voilà, que des compliments, là, Brice. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Ok, je peux les voir aussi ici dans la session de chat. Ok, merci Léa, merci Paul, merci beaucoup pour votre retour. Merci beaucoup. City, merci beaucoup. Ah, Karine. Bonjour Brice. Bonjour Karine. Bonjour. Ben, j'ai eu déjà l'occasion de te suivre lors d'un after work by African Ballet. Et donc, j'avais noté tous les conseils enfin, noté surtout ben, l'expérience et la façon de transmettre les émotions qui finalement touchent. Alors, c'est vrai que l'art oratoire, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ont d'entrée de jeu des facilités. Est-ce que vous coachez, en fait, est-ce que tu coaches des gens? C'est plus facile pour moi de tutoyer. S'il te plaît, Je me permets de tutoyer. tutoie-moi. C'est plus facile pour moi aussi Voilà. pour te comprendre. Voilà. Alors, est-ce que tu coaches beaucoup de monde? Est-ce que, du coup, enfin, je me dis, il y a le côté gestion du stress. C'est un peu ce souci-là qu'on a lorsqu'on doit prendre la parole en public. Alors, quel conseil tu donnes par rapport à ça? Comment gérer son stress? Comment, voilà. Parce que c'est pas facile non plus, tout le temps.
tout à fait, Karine. En tout cas, merci beaucoup pour ta question et ta participation aujourd'hui. À ce propos, je dirais deux choses. En ce qui concerne déjà le volet, il y en a qui ont plus d'aptitude que d'autres. Je ne sais pas, je pense pas. On peut être extraverti parce que le mythe, c'est que les personnes extraverties ont une aisance oratoire qui est plus poussée que les personnes introverties et tout. C'est pas forcément vrai. Parce que l'art oratoire, c'est pas le beau, beau, beau. Non. L'art oratoire, c'est je dis les choses de façon à me faire comprendre, de façon à captiver l'attention des gens tout au long de ma présentation. Donc, on peut être extraverti, ça marche. On peut être quelqu'un d'introverti et ça marche encore. On peut mettre bègue et on réussit à bien communiquer. Donc, moi, je pense que tous ces questions de travail, si c'est le travail, c'est de bosser et puis tout le monde peut le faire. Pour répondre à la question de savoir comment gérer le stress, puisqu'on a tous le trac quand on doit prendre la parole, même moi, c'est peut-être les gens ont du mal à le croire, mais même moi, même aujourd'hui, ce matin, quand je me lève et que je dois prendre la parole, ici, j'ai le trac. J'ai le trac parce que pour moi, c'est un enjeu important. Toute prise de parole, c'est un enjeu important pour moi. Et comme j'accorde de l'importance à l'enjeu, mais il y a de l'adrénaline qui est sécrétée par mon cerveau et qui fait que je sens, j'ai le trac, je me dis, il faut bien faire, il faut bien faire, il faut bien faire. Tout le monde, je ne sais pas si vous avez souvent vu Michael Jackson, Britney Spears, toutes ces stars-là, quand elles doivent monter sur scène, mais elles ont le trac, il faut gérer ça. Donc, comment gérer ça? Je vais vous dire ce qui marche avec moi. Après, peut-être ça ne peut pas marcher avec tout le monde, je ne sais pas, mais c'est ce qui marche avec moi. Je fais deux choses, toujours deux choses. La première chose que je fais, c'est que je fais l'effort de visualiser l'importance de ma prise de parole. C'est-à-dire que je me dis, si je ne réussis pas cette prise de parole, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas bien transmettre mon message. Et si je ne transmets pas bien mon message, il y a quelqu'un qui ne pourra pas bénéficier de ce que j'ai apporté. Donc, c'est ce que je vais apporter qui est mon point de focus. C'est important pour moi. Et j'explique cette importance-là à travers une histoire que je raconte. Si vous allez voir l'histoire de ma grand-mère au village, ce qui s'était passé un soir. Vous tapez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir vaincre le stress, sa peur de prendre la parole en public. Donc ça, c'est la première chose. Me focaliser sur l'aspect positif de l'impact de ma communication. Et la deuxième chose que je fais, c'est de la respiration abdominale. Vous savez, quand on est stressé, quand on est sous pression, on a une respiration qui est haute. Donc, on respire au niveau de la poitrine. L'air ne descend pas dans le ventre, alors que les poumons ont la capacité à descendre vers le bas, puisqu'ils vont jusqu'ici. Donc, très souvent, on a une respiration haute. On respire ici. Et plus on respire ici, plus on a le rythme cardiaque qui s'accélère, le cœur qui bat plus fort. Et on est stressé, on a les mains moites, on transpire et machin. Alors que si on est capable de s'arrêter et de prendre une respiration profonde, avec le ventre, une deuxième respiration, une troisième. On va créer ce qu'on appelle une cohérence cardiaque qui va stabiliser le battement de notre cœur et donc réduire la pression et nous permettre de prendre la parole. Et peut-être une dernière chose, c'est que la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est que les gens ne comprennent pas ce qu'on a dit. Je veux dire qu'on ne va pas nous tuer, on ne va pas nous taper, on va pas. Il faut juste se concentrer sur ce qui est positif, ensuite faire une respiration ventrale, abdominale pour créer une cohérence cardiaque et ça devrait aller. Voilà ce que moi je fais et ça marche bien avec moi. Il y a du travail quand même alors. Mais il y a toujours du travail, hein. C'est un art et c'est pour ça qu'on parle d'art oratoire parce que c'est un art. Ça s'apprend, ça se bosse. Ben, merci pour ta réponse. Merci à toi, Karine. Merci beaucoup. Alors, il y a Paul qui essaie de se connecter. Paul, est-ce que tu as une question? N'hésite pas de revenir. Et puis, si d'autres veulent aussi se rajouter pour interviewer, interroger, poser une question directement à Brice, sentez-vous libre. Sinon, écrivez-le sur le feed et puis on va relayer. Ouais. Avec grand plaisir. Je vois un commentaire de Léo Kadi Kakama. Je vois une photo, je crois que c'est une dame. Je ne sais Oui. pas, mais bon, chère sœur ou cher frère. Ok. Donc, en tout cas, ils ont bien écouté.
Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, très bien. Bon, bah, en tout cas, merci Brice encore une fois. C'est des conseils précieux. C'est vrai que le côté émotionnel, c'est pas forcément des choses naturellement vers où on va, parce qu'on veut toujours se fermer et pas briser, comme on dit, fondre la glace, l'armure. Et de temps en temps, c'est important. Et c'est vrai que lors d'un entretien d'embauche, comme tu l'as mis, comme tu l'as expliqué, savoir prendre des exemples techniques, mais en sachant bien raconter l'histoire, ça change que de dire, voilà, j'ai telle compétence, je sais faire ça. Voilà, plutôt de bien remettre les choses dans le contexte et ça permet à la personne même juste de se rappeler du fait d'armes qu'on aurait pu faire dans telle situation. Exactement, tout à fait, tu as parfaitement raison. S'il faut comprendre, s'il faut résumer la compréhension de l'importance de toujours prendre des histoires pour illustrer ce qu'on a envie de montrer, c'est que la, ta réponse à chaque fois doit pouvoir permettre à la personne d'avoir une double expérience, expérience sensorielle et expérience émotionnelle. Expérience sensorielle, c'est que tu décris l'événement de façon à ce que la personne a l'impression d'avoir été là avec toi et d'avoir vécu ça avec toi, l'expérience sensorielle. Et naturellement, l'expérience émotionnelle qui en général est la conséquence de la première expérience. Si la personne est là avec toi, vit ce que tu as vécu, entend ce que tu as entendu, voit ce que tu as vu, elle va probablement ressentir ce que tu as ressenti. Alors, Paul, n'hésite pas. Je vois que... Où est-ce que tu es connecté, Paul? Tu es connecté depuis où? Paul, tu nous entends? Salut, Paul. Ah, problème de connexion certainement. Je sais qu'il est en RDC, donc ça a été bien qu'il pose sa question si il nous entend. Mais ok, je Oui. pense que voilà, voilà. Très bien. Bon, en tout cas, on va passer maintenant à Anne-Laure. Je pense que c'est vraiment un excellent moyen de marquer la différence parce que je l'ai récemment expérimenté dans un projet académique. Bah, très bien. Merci Anne-Laure du témoignage. Merci beaucoup, Anne-Laure. Merci.